M. Irnelio Seminatore, qui vient de la Belgique et qui est expert en géopolitique et qui représente en même temps l'Institut européen des relations internationales. M. Irnelio Seminatore. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toute l'organisation pour cette journée riche en provocations intellectuelles et philosophiques. Mon speech portera sur un ovni intellectuel qui est le système international. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères français, à une conférence à Bruxelles, a dit que le système international n'existe pas. Et il a raison. Quand j'étudiais avec Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations, publié en 1972, Raymond Aron, à la page 175, puisque je devais dire à mes étudiants quelle était la référence précise, disait « Le système international, là où il donne la définition dans Paix et guerre entre les nations, dépend de la sociologie historique. » En réponse à la théorie américaine abstraite qui avait eu cours aux États-Unis dans les années 60-70 en faisant des modélisations pour isoler l'Union soviétique à l'époque, lorsque Kissinger négociait les accords SALT II, alors il avait dit la définition des Américains est abstraite. Pour donner une définition du système international, il faut partir des acteurs historiques. Et un système international est ce que les acteurs majeurs de la scène internationale et leur régime politique décident d'organiser. D'où est née la théorie, puis pour les étudiants qui avaient des difficultés à comprendre, dont moi, qui arrivais à peine chez lui, il disait le système international se définit par rapport, définit ses règles de comportement, par rapport, vous êtes tous des sportifs, en champ de football. Puis il corrigeait, il disait non, le champ de football a les règles précises, mais la conduite diplomatico-stratégique est fondée sur l'indéterminisme de fond qui est celui de la guerre. Et il prépara son livre sur l'âge planétaire 1 et 2, la guerre von Krieg, la lecture de Kant, que je recommande à tous les étudiants, dont moi-même, puisque je relis en vieux étudiants, toujours les mêmes livres. Alors, ça c'était pour introduire l'argument sur la scène internationale d'aujourd'hui. Si vous me permettez, je commence maintenant pour vous donner quelques aperçus. Même si vous n'arrivez pas à comprendre mes approximations, que j'espère me rendre plus pertinentes à la lecture, vous allez me persécuter à la sortie et je tâcherai, à l'aide des télécommunications, de préciser ultérieurement ce que je voulais vous dire. Donc, le système international actuel résulte de trois évolutions majeures de la conjoncture historique. L'épuisement de la stabilité stratégique qui va de la chute de l'Union soviétique à 2001. Le modelage d'une nouvelle géopolitique eurasienne qui va de 2001 à 2011 à peu près. L'apparition d'une forte hybridation des menaces et des vulnérabilités étatiques et sub-étatiques à partir de 2011. Quant à la stratégie des acteurs majeurs de la scène planétaire, je dois mentionner la prédominance du triangle des acteurs de la stratégie des puissances de premier plan, les États-Unis, la Russie et la Chine, dont l'influence pèse sur les enjeux régionaux et mondiaux et sur l'instabilité de chaque cadre régional. L'Asie du Sud-Est, le Proche et Moyen-Orient et l'Europe occidentale et sud-orientale. Ces caractéristiques mettent en évidence un phénomène important que vous connaissez tous, mais je le répète, puisque repetita iuvant, le transfert du centre de gravité du monde de l'Europe vers l'Asie, qui a forcé les États-Unis à opérer le strategic pivot du Proche et Moyen-Orient en direction de l'Asie-Pacifique. Ce transfert
pousse désormais l'Europe de l'Ouest à concevoir une unité nouvelle par l'inclusion et pas par l'exclusion de la Russie dans l'équation stratégique mondiale, parce que l'Europe occidentale doit se solidariser territorialement et géopolitiquement avec la Russie, qui fait en large partie historique et de l'Europe, de la notion d'Europe. Allégé toutefois, donc envisageant un rapprochement stratégique russo-occidental, allégé du belt islamique, et cela encore davantage dans l'hypothèse d'un conflit sinon russe. Alors, l'explication du système international par la théorie de l'équilibre multipolaire continue d'assigner aux États-Unis un rôle essentiel, tandis qu'une nouvelle bipolarité porte à préconiser un condominium global entre les États-Unis et la Chine. En réalité, ceux qui ont lu la conclusion du livre de Kissinger sur le nouvel ordre mondial ont pu appréhender que Kissinger ne se prononce pas, n'exclut pas le condominium par rapport à la théorie adverse qui privilégie l'idée du conflit. Par ailleurs, la faiblesse de l'ordre international libéral, qui a été soulignée ici, entraîne le déclin des régimes démocratiques. Il n'y a pas de régime démocratique au sens propre du terme, tel qu'il a été théorisé par les politologues du XXe siècle et du XIXe siècle. Et la promotion de modèles alternatifs de pouvoir, c'est-à-dire les formes autocratiques et d'exception, la révolution de couleur, les printemps arabes porteurs de désordre et de crise. Alors, trois foyers de crise majeure et interdépendante, n'excluant pas la reprise en main de la flexible response et donc de l'utilisation de l'arme nucléaire dont a parlé notre ami grec, trois foyers de crise majeure et interdépendantes sont constitués aujourd'hui et qui remettent en cause la sécurité internationale par trois groupes de pays. L'Ukraine et la Syrie, liées, interdépendantes. L'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël, avec des fonctions très différentes. La Corée du Nord, le Japon et la Chine, crise locale initialement qui peuvent rapidement dégénérer en une remise en cause de la sécurité globale et donc impliquer immédiatement, dans les mois à venir, je l'ai dit aux Chinois qui sont venus chez nous, l'Europe. Cher monsieur Sénateur, 3 minutes. 3 minutes. Oui. Tout ordre international est par définition précaire. Si la politique, ici, le bureau, a imaginé, proposé la reprise en considération d'une hypothèse provisoire, qui est celle du non-alignement, comme à l'époque de Bandung. Mais là, le non-alignement de la bipolarité est différent du non-alignement de la multipolarité. Alors, j'ai essayé de définir les conditions de faisabilité, de plausibilité intellectuelle du non-alignement. Si la politique de non-alignement de Bandung tirait sa justification à l'âge de l'affrontement bipolaire, de la fin du colonialisme et des conflits imposés par les guerres de libération nationale, les formes de résistance à la nouvelle guerre froide en Europe de l'Est, Ukraine, Moldavie et Serbie, résultent du contresens, d'un grand contresens du divorce Europe-Russie et des risques auxquels peut conduire un élargissement otanien continu vers les frontières russes, ainsi que la perte du contrôle de la table de celle-ci sur l'étranger proche. Je peux m'arrêter là si vous voulez, mais j'ai étudié dans le papier trois formes de multilatéralisme. Parce que les doctrinaires, les grands chefs de la pensée et des laboratoires de l'Union européenne, dont ceux de ont assimilé le multipolarisme et le
le multilatéralisme se tient radicalement faux en disant que le foyer de multilatéralisme qui est l'Union européenne peut conduire une politique internationale se constituer peut-être à l'avenir un peu. Cette confusion intellectuelle est un suicide pour l'Europe que j'ai dénoncé. J'ai développé, alors que je ne suis jamais regardé, mais quelles étaient les conférences et les accords multilatéraux qui ont modifié la structure des pôles de pouvoir. Il y en a trois. Un, c'était les accords de Helsinki, dont on réclame aujourd'hui à Helsinki 2. L'autre, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Le troisième, c'est les accords d'association de l'Union européenne qui ont conduit à l'impasse de l'Ukraine. Alors, face à cette situation, je m'interroge, si vous permettez, ça dure une minute, et c'est vrai, sur la question. La doctrine du non-alignement représente-t-elle encore une doctrine praticable de transition d'un système à l'autre et un positionnement, bien sûr, contradictoire entre adaptation à la réalité du monde de puissance que je suis amené à machiavélien, pas machiavélique, et le combat pour la liberté de manœuvre contre les pouvoirs dominants de la part des États qui proclament recherche et insistent sur la recherche de leur liberté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, M. le sénateur.